une pharmacie, ce qu'il est souhaitable d'avoir, c'est d'abord un endroit où on prend en charge aussi bien la bobologie que les victimes un peu plus atteintes. Et en général, ça se passe au préparatoire, c'est-à-dire à côté d'un point d'eau. Il faut aussi qu'il y ait la possibilité au moins de faire asseoir la victime. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir dans l'officine? Un tiroir d'urgence, et ça généralement il existe. Il n'est pas toujours parfaitement rangé, c'est clair. Ce tiroir d'urgence doit être complété par une trousse de première urgence portative qui permet à la fois d'intervenir dans l'officine elle-même sur des urgences graves, des urgences vitales, ou bien d'intervenir également à proximité de l'officine, c'est-à-dire dans la proximité immédiate sur le trottoir ou dans la boutique à côté où on est venu vous chercher, ou quelqu'un est venu vous chercher parce qu'il y a une victime qui est en détresse à cet endroit. Et cette trousse de première intervention, donc trousse mobile, doit comporter bien sûr un élément très succinct en réalité, c'est-à-dire une paire de gants, des ciseaux de secourisme, donc qui sont capables de couper des vêtements par exemple, une couverture de survie, un masque de poche pour faire la ventilation artificielle si besoin, un coussin hémostatique d'urgence pour arrêter les hémorragies par exemple. Il faut y rajouter également une lampe de poche qui permet, si ça se passe la nuit, de pouvoir examiner la victime, bien entendu, de façon plus correcte. Mais il faut bien séparer cette trousse d'urgence mobile du contenu du tiroir qui, lui, va surtout servir à la prise en charge des urgences relatives, et comme par exemple les plaies et les brûlures, puisque c'est quand même la grande majorité des soucis qu'on rencontre à l'officine. Et ces plaies, et pour ces plaies et brûlures, généralement, on a tout ce qu'il faut. Simplement, il faut penser à faire des protocoles, à écrire des protocoles pour l'ensemble de l'équipe officinale, de façon à ce que tout le monde prenne en charge de la même manière les différents types de détresse. Ne pas oublier d'avoir un protocole concernant les accidents d'exposition au sang, ça me paraît à la fois indispensable et réglementaire, et puis que tous les numéros d'urgence soient affichés en gros et facilement visibles. Ces gestes, c'est quoi? C'est apprendre à des obstructions des voies aériennes chez une personne qui s'étouffe, tout simplement, c'est-à-dire l'alternance de claques dans le dos, plutôt moins chez l'adulte, et puis de compression abdominale, ça c'est une chose. C'est aussi apprendre à arrêter une hémorragie, et là le plus simple c'est encore d'appuyer avec la main protégée bien entendu avec des gants si possible, ou avec un sac en plastique. Appuyer sur la plaie qui saigne et remplacer cette compression manuelle par un tampon compressif, par exemple. Ça va être connaître les positions d'attente également pour des personnes qui sont blessées au niveau du thorax, de l'abdomen, qui ont un traumatisme au niveau des cervicales, au niveau des dorsales, par exemple. Et puis les gestes aussi de réanimation de base, c'est-à-dire mettre la tête en arrière pour assurer la liberté des voies aériennes chez l'adulte. Assurer des compressions thoraciques en alternance avec la ventilation artificielle, avec un masque de poche pour se protéger de préférence, et donc pratiquer ainsi une réanimation cardio-pulmonaire efficace. Voilà à peu près les gestes essentiels, avec la position latérale de sécurité, bien entendu, pour les personnes qui sont inconscientes et qui respirent spontanément. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a d'essentiel pour les urgences vitales à connaître. Alors les réponses qu'il va avoir en suivant le stage, ça va être bien sûr sur le plan juridique, on va le traiter de façon pratique, c'est-à-dire avoir des réponses concrètes à ces interrogations en fonction des différentes situations d'urgence rencontrées. Il va avoir des explications notamment plus précises concernant la place du pharmacien et de son équipe dans la chaîne des secours, c'est important de savoir où on se situe. Il va apprendre à passer des messages d'alerte complets au niveau du centre 15, mesurer l'importance du centre 15 et l'aide que celui-ci peut apporter au pharmacien, notamment lorsqu'il a un doute, parce qu'on a souvent affaire à des situations d'urgence qui sont un petit peu bâtardes, pour lesquelles parfois même on hésite à appeler le centre 15, alors qu'en réalité, ils sont là pour nous donner des informations et pour nous aider à résoudre les problèmes. Et puis, ils vont apprendre à résoudre des problèmes dans le cadre officinal, c'est-à-dire avec des victimes simulées. Ils vont apprendre à faire les gestes d'urgence, lesquels mettre en œuvre, dans quel ordre, à passer un message d'alerte, bien entendu,
et à surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours, avec un médecin du centre 15, un médecin urgentiste qui est là aussi comme deuxième formateur pour répondre également à toutes leurs interrogations concernant ce qui se passe ensuite au niveau hospitalier, comment est pris en charge la victime une fois que les secours arrivent, ce qui est pas inintéressant d'un point de vue culture générale, et puis surtout se rendre compte de l'importance du travail et des gestes qu'on a à entreprendre au moment où la détresse se met en place à la pharmacie. Écoutez, moi je pense que l'implication des confrères pharmaciens et de leur équipe, elle existe véritablement, puisqu'ils ont, c'est une activité à laquelle ils sont attachés. Par contre, là où ils sont un petit peu gênés, c'est dans les limites de leur action, c'est-à-dire plus sur un plan juridique. Autrement dit, porter secours, ils le font du mieux possible, à la fois sur des urgences ressenties comme sur des urgences absolues, mais parfois en ne maîtrisant pas toujours leurs limites et en ne se rendant pas compte parfois de ce qu'ils ont comme obligation et jusqu'où vont ces obligations.